Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous entretenir avec Éric Chauvier, anthropologue. C'est dans le cadre de cette commission Entre Champs qui se propose de rencontrer des spécialistes, des chercheurs ou des artistes d'autres disciplines qui nous permettent d'essayer de penser le monde et la subjectivité qui en découle. Et j'ai considéré que vous étiez vraiment très bien placé pour cet exercice. Et j'aimerais d'abord vous poser une question sur le premier ouvrage que j'ai découvert. C'était d'abord un titre étrange, Éric Chauvier, Les mots sans les choses. Un petit ouvrage qui est publié aux éditions Alia, et la plupart de vos livres sont publiés aux éditions Alia, je crois. Et ce livre, effectivement, m'a énormément intrigué, parce qu'en le lisant, après l'étonnement du titre et la curiosité concernant ce titre, ce qui m'a intrigué, c'est tout un chapitre qui ne peut intéresser a priori de façon très vive les psychanalystes, parce que vous y proposez une psychopathologie du langage ordinaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Oui, psychopathologie du langage ordinaire, c'était assez librement inspiré, en tout cas l'expression inspirée de Freud, psychopathologie de la vie quotidienne, et en faisant dériver, comme d'habitude dans mon travail, le paradigme, le modèle théorique vers le langage, qui intéresse Freud, évidemment. Mais ici, c'est plutôt le langage ordinaire. Comment est-ce que nous parlons ordinairement comment est-ce que nous classons avec nos mots ordinaires ce qui nous entoure, sachant que le langage a toujours une valeur de classement, et surtout, nous mobilisons de façon abusive. Et là, c'est en 2015 ce titre, mais aujourd'hui, ce phénomène s'est accentué à mon avis, des concepts qui vont se substituer aux périphrases que nous pouvons mobiliser pour décrire notre ordinaire. Et je prends l'exemple de la guerre en Ukraine, je prends l'exemple de la pandémie, à l'époque, je prenais l'exemple de la crise économique, ou de finalement n'importe quel élément de notre entourage, repose cette espèce de crise de l'expérience, on pourrait aussi le définir comme ça, qui fait que un ensemble de spécialistes autoproclamés vont me donner des mots qui, en réalité, ne me sont d'aucun usage pour classer ce qui m'entoure. Et c'est un appel citoyen à essayer de repenser et de refaire l'expérience du monde avec nos périphrases. Et essayer pour être plus précis. Parler précisément, c'est la première façon d'être politique pour moi, d'être engagé politiquement. Et à l'inverse, pouvoir dire tout et n'importe quoi avec des mots qui ne sont pas questionnés, des concepts qui ne sont pas questionnés, ça nous éloigne, et pour moi c'est quasiment psychopathologique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'aliénation. On peut s'auto-aliéner parce qu'on va se les infliger à soi-même. On peut aussi être dans des chaînes de management, ou dans le monde du travail évidemment, où là c'est la hiérarchie qui va nous aliéner en nous imposant ces mots. Et pour moi c'est un rapport psychopathologique au monde. D'accord. Vous parlez de périphrases ? Les périphrases, c'est... je prends l'exemple de ce mot à l'époque événementiel, oui, qu'utilise un jeune en Seine-Saint-Denis. Je travaillais à l'époque dans un dispositif relais pour des adolescents décrocheurs. C'est une résidence en fait que je faisais à l'époque. Et je m'étais rendu compte de cet ado qui est vraiment dans une situation très difficile, humainement, familialement, à tout niveau de sa vie, et qui veut faire de l'événementiel. Et c'est le mot qu'il utilise parce qu'il doit valider sa relation à l'adulte qui joue comme autorité. Mais les périphrases, c'est tout ce qui va émerger autour de ce mot. Et qui sont, c'est la base de tout mon travail, c'est l'analyse pragmatique du langage. C'est-à-dire que le langage, c'est pas des informations ou des messages, c'est aussi des façons de parler, des intonations, des mots à demi formulés. Et si on se rend compte chez cet ado là, tout ce qu'il utilise en périphérie de ce mot événementiel, on peut prendre la mesure de sa disharmonie avec le monde et de tout ce qui ne va pas en fait. Et si on coche juste la case événementielle, et puisque c'est ça comme ça qu'il formule son vœu professionnel, eh bien on comprend rien de sa vie. Mmh. Ouais. Oui, ça dit rien du sujet, c'est juste une modalité de communication pour servir ce qu'on attend de lui. C'est très stéréotypé. Oui. Et dans beaucoup de parcours de soins, que ce soit des réfugiés,
des personnes à la rue ou des jeunes comme ça, personnes en difficulté, ça a été étudié, c'est pas mal en anthropologie, mais vont préjuger ce qu'est le parcours de soins et donc vont conformer leur langage en utilisant des mots qui dépassent, qui excèdent largement leur expérience et qui parfois même la contredisent leur expérience. Oui. Pour justement entrer dans un parcours d'autorité, de soins, etc. Oui, je découvre cette dimension dans quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Marie Cosnier, qui travaille avec des réfugiés ou des exilés, et en essayant justement de les accompagner par rapport à cette exigence de servir un discours attendu par les autorités pour pouvoir être accueillis et les problèmes que ça pose. C'est d'abord un problème de langage, effectivement. C'est d'abord un problème de langage. Ouais. Je ne connais pas personnellement Marie Cosnier, mais j'ai entendu parler de son travail, effectivement. Ouais. Et Didier Fassin, un anthropologue, a travaillé là-dessus aussi, sur le fait de préjuger et de se conformer à des attentes imaginaires, en fait. Enfin, imaginaires, ou en tout cas, elles ne sont pas imaginaires parce qu'elles sont bien réelles, au sens où elles participent de l'institution, mais elles vont réduire, évidemment, l'expérience du sujet. Ouais. Et la standardiser. Parfois, c'est vital aussi de pouvoir tenter de correspondre à ce qu'on attend pour sortir de situations précaires ou très difficiles. C'est toute la difficulté. Est-ce que c'est une démarche d'acculturation ? C'est un peu c'est un modèle très libéral, ça. Hein. L'école de Chicago, c'est-à-dire les sociologues de l'école de Chicago avaient travaillé là-dessus sur la façon de se conformer à un modèle pour les migrants qui arrivaient. Mais on peut aussi considérer que c'est nier l'expérience en propre du sujet, et ça pose problème dès lors qu'il y a un traumatisme qui est nié, dès lors qu'il y a dans le parcours résidentiel ou parcours de vie des éléments essentiels sur lesquels on ne peut pas mettre le doigt parce que les langages conceptuels, le langage hors sol vient se substituer à ces éléments-là. Je ne vous ai pas demandé, mais vous êtes enseignant Je suis enseignant, je suis professeur à l'école d'architecture de Versailles, où j'enseigne l'anthropologie urbaine. Beaucoup avec des architectes d'ailleurs, je travaille beaucoup en binôme, souvent. J'aurais dû commencer par là. Non, mais c'est... mais j'ai commencé par... pas plusieurs vies, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'action sociale et médico-sociale pour aller plutôt sur des problématiques territoriales aujourd'hui. Oui. Bon, on le voit au travers du parcours de vos publications, effectivement. Oui. Mais là, je reste sur les mots sans les choses, parce qu'effectivement, j'ai été très étonné de lire ce livre-là qui a été publié en 2014. 2014, donc c'est assez ancien déjà. Et vous y pointez les mésusages qui ont été faits de Michel Foucault, les mésusages qui ont été faits par les activistes et les théoriciens du genre. Vous écrivez incapable de produire un quelconque savoir, et vous dites des concepts nouveaux comme care, féminicide, ordre genré, que ce sont des concepts imprécis. Alors j'ai été doublement intrigué par ces formulations parce que le terme de féminicide... je ne le connaissais pas en 2014. Je ne le connaissais pas, il n'existait pas. Il apparaissait. Il n'était pas connu comme aujourd'hui. On a pu le voir débarquer sur la place médiatique. Et déjà, vous pointez donc ce mésusage de Michel Foucault. Dites que ce sont des concepts imprécis. Et j'aimerais que vous puissiez développer là-dessus. Oui, en fait, moi je suis plutôt une analyse, je suis plutôt un modèle marxien. Foucault n'était pas du tout marxien, hein. C'est pas du tout son truc, mais il parlait déjà de discours assujettis, de discours d'en bas, notamment dans Il faut défendre dans ses cours au Collège de France, Il faut défendre la société, où il crée une espèce de dialectique des discours mineurs, majeurs, voilà. Bon. Et c'est quelque chose qui est passionnant, qui m'a beaucoup nourri, et sauf que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'empressement à décréter les discours mineurs qui vont prendre le pas en fait pour un anthropologue comme moi sur des éléments d'analyse beaucoup plus précis qui sont les analyses par classe. Donc les marqueurs de classe. Le marqueur de genre pour moi n'est pas un élément, c'est un élément qui peut être nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Je veux dire que l'oppression des femmes, si on s'intéresse à ça, qui est une réalité, elle est, contrairement à ce que dit Emmanuel Todt, elle est sans doute patriarcale. Elle a une origine patriarcale pour moi. C'est-à-dire c'est des hommes qui vont jouir de leur pouvoir. Si on reprend Weinstein, si on reprend des cas très concrets. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se dédouaner du capitalisme. L'analyse marxienne et donc l'économie comme base. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de défaussement ou de dévoiement plutôt de la pensée de Foucault
où on va aller simplement vers une partie du problème. Et qui finalement reproduit une espèce de discours libéral ambiant où on aurait des communautés genrées, etc. Et beaucoup ce que font les subaltern studies, par exemple. Voilà. Mais en escamotant toute cette partie analyse économique, moi je pense que la base, là je trouve que c'est la façon que nous avons de produire des richesses et de ne pas les partager ou de les partager qui fonde tous nos comportements, toutes nos représentations, etc. Donc il y a tout un élément, un impensé, il y a tout un hors-champ qu'on ne questionne pas en se limitant à des concepts de féminicide, de genre, ou en classant le monde de cette façon-là. Il y a un plus petit dénominateur commun qui est oublié. Et c'est pour ça que ça mène à des contradictions. Je pense que ce qui n'enlève rien à la légitimité des mouvements qui peuvent exister, mais on oublie quelque chose, quoi, qui est ce fondement économique de nos représentations, notre culture, en fait, quoi. Il faut être passionné et très attentif, effectivement, à l'ordre langagier, donc, puisque c'est vraiment quelque chose que vous suivez de très près. Parce que si je prends, par exemple, ce que je crois être votre premier ouvrage, Si l'enfant ne réagit pas. C'est le troisième. Le troisième ? Ouais, il y a eu Fiction familiale, qui était un ouvrage de ma thèse à l'époque, ouais, qui est sur ma propre famille, et puis Anthropologie, et Si l'enfant ne réagit pas, qui est le deuxième chez Alia, en fait. D'accord. Et un autre entre-temps aux éditions William Blake aussi, Profession anthropologue. Oui. Ça remonte à loin maintenant. J'ai pensé que c'était le premier, et que la crise venait plus tard. Dans l'ordre, ça doit faire Anthropologie, Si l'enfant ne réagit pas, La crise et le bonheur, Sommerland. Ouais. Voilà. Oui, voilà. En tout cas, ce sont dans ces ouvrages-là que vous attachez à un indice, à un élément langagier, à un élément, c'est pas un élément langagier, mais un élément auquel vous accordez une place importante, c'est le sentiment d'inquiétante étrangeté. Et je crois que c'est dès la première phrase de votre livre Que du bonheur, c'est le titre, vous écrivez ceci: percevez-vous parfois votre dissonance? Et vous terminez ce livre donc en proposant une nouvelle raison critique, une phénoménologie de la dissonance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par phénoménologie de la dissonance? Ça me semble capital dans ce que vous faites. Oui, c'est effectivement, c'est les dérèglements de la communication ordinaire, je dirais, puisque en tant qu'anthropologue, même si la psychanalyse m'intéresse, l'inconscient du monde, de nos façons d'être m'intéresse évidemment, mais en tant qu'anthropologue, je ne peux avoir qu'une approche indiciaire. Donc c'est-à-dire tout ce qui est à la surface. Le lapsus peut être intéressant parce qu'il ouvre des clés sur les mondes souterrains, voilà. Mais moi je ne peux pas l'analyser, c'est pas ma partie. Par contre, ce qui est très intéressant dans la communication ordinaire, c'est de voir quand ça flanche, quand il y a de la discontinuité, quand il y a de l'étrangeté. Et en réalité, il y en a beaucoup, sauf qu'on n'y prête pas attention. Je veux dire que dans la plupart des éléments de communication ordinaire, d'une conversation ordinaire, il y a rarement de la dissonance pure, quelque chose une espèce de hurlement, quoi, comme Munch, quoi, quelque chose qui surgirait. Ça n'arrive jamais. Par contre, on a une foule de micro-dissonances, de situations où le langage parle malgré nous d'une certaine façon, et où le problème se pose, et c'est vrai que c'est phénoménologique, d'acquaintance, d'harmonisation avec le ou les interlocuteurs. Et ça marche assez rarement, on est assez rarement en symbiose, sauf avec des amis de longue date. Mais sinon, dans la vie ordinaire, c'est très intéressant de considérer cette dissonance, qui est donc graduelle, et de partir d'elle pour analyser le monde qui nous entoure. Parce qu'en réalité, contrairement à un modèle durkheimien qui invente les règles de la vie sociale, moi je pense que les règles de la vie sociale, elles s'expriment dans les comportements adaptatifs autour de ces situations de dissonance. Si là je me mets à dire n'importe quoi, dans le cadre de cet entretien, vous allez rectifier ce que je suis en train de dire, et vous allez dire oui, vous vous égarez, peut-être qu'on peut ici. Et vous allez exprimer la norme par ce comportement adaptatif. Et ça, c'est passionnant à travailler. Et on peut le mobiliser à peu près tout le temps, parce qu'il y a toujours des micro-hésitations, des façons de parler, le lapsus, qui montrent un niveau de contentement interlocutoire. Et la dissonance, donc pour moi, c'est une matière d'analyse fondamentale. Et évidemment, chez Freud, il y a l'inquiétante étrangeté. Il y a aussi la familiarité rompue dans mon travail, qui est une façon d'enclencher l'enquête, toujours.
c'est-à-dire de cette dissonance. Dans le premier livre, Anthropologie, la dissonance apparaît dans le regard de cette jeune Rome qui fait la manche, parce que il y a quelque chose d'anormal, d'inquiétant, d'étrange, de dérangeant dans le fait qu'elle soit à ce moment-là dans cette situation de violence symbolique, de violence réelle, de brutalité de la vie ordinaire, et qu'en même temps il y ait cette... aujourd'hui on dit empathie, le mot il est peut-être un peu réducteur, en tout cas qu'il y ait une projection, et dans la projection que je fais dans cet échange de regards, la familiarité revient, mais sauf qu'elle est rompue par la situation. C'est-à-dire que cette personne, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être la dissonance fondatrice de l'enquête, quoi, du récit d'enquête. Plexiglas, mon amour, c'est retrouver un ami de longue date. Après, je pars vers la fiction, mais le début du livre est réel. Et cet ami de longue date, eh bien, la familiarité est rompue, parce qu'il est passé au survivalisme. Alors qu'avant, vous avez 400 coups, il y a 25 ans de ça. Et c'est ça l'enjeu, c'est toujours l'élément de bascule comme ça. Je retiens ce terme de micro-dissonance parce que je pense que les analystes qui vont écouter cet entretien et qui l'écoutent ne peuvent que réagir là-dessus, puisque c'est tout le travail que nous essayons de faire avec un analysant, qui puisse être sensible à ces dissonances, à ces micro-dissonances pour justement mesurer l'écart avec le monde environnant, et que l'adaptation parfaite, elle est très coûteuse parfois. L'adaptation, elle est très coûteuse, très très coûteuse. Et je me souviens, j'avais eu envie de commencer notre entretien comme ça, en vous rappelant un lapsus que vous avez fait sur une conférence qu'on peut voir sur YouTube, à un moment donné, où vous l'expliquez qu'on ne peut pas avoir de vision du monde, et à la place de dire monde, vous dites mot. Mot et monde, comme si c'était exactement la même chose. Je me suis dit, cet homme-là, il faut absolument que je le rencontre, parce que voilà, l'inconscient parle, il sait quelque chose, il est toujours savoir disharmonique, dit Lacan, et on sait bien que ça se mesure justement par ces achoppements dans le langage, ces micro-dissonances. Je retiens ce terme, il va me servir. Et puis la société, l'injonction qui est faite de réussite, malgré tout, plus le monde dysfonctionne, plus on a des injonctions de réussite. Oui. Donc c'est le double bind, l'injonction paradoxale. Et donc cette injonction paradoxale nous amène de plus en plus à ne pas prêter attention à ces micro-dissonances. Si on veut comprendre ce qui se passe autour de nous, c'est justement l'élément intéressant. Et je reviens justement à la question des abus du langage. Vous en parlez dans Contre Télérama. C'est un joli petit titre aussi qui a dû faire parler, qui est publié en 2011, et à propos des mots-clés dans Sommeland aussi, écrit après l'explosion de l'usine de Toulouse à ZF. Vous montrez comment les discours sur les villes et leurs banlieues, et d'après ce que je comprends, vous continuez à travailler dans ce domaine-là, comment ces discours sur les sites à risque sont faits pour formater l'opinion. Et donc effectivement, l'anthropologie que vous proposez, j'aime beaucoup dans les ouvrages, notamment dans l'anthropologie, vous dites toujours l'anthropologie pour moi, telle que je la définis. Toujours pour moi. Vous insistez là-dessus. Mais je pense qu'elle est aussi pour les autres, parce que vous publiez, vous écrivez, vous faites des conférences, et vous avez accepté cet entretien, et je pense que vous espérez que cette anthropologie puisse aussi déjouer les abus du langage. Ces abus du langage. Comment peut-on les déjouer ? En redevenant acteur de notre ordinaire, c'est-à-dire en arrêtant de minorer notre ordinaire. Quand je dis mon anthropologie, ou une anthropologie subjective qui m'appartient, c'est aussi pour me démarquer d'une anthropologie un peu dominante depuis Lévi-Strauss jusqu'à Philippe Descola aujourd'hui, qui est une anthropologie basée sur des ontologies chez Philippe Descola. C'est-à-dire qu'on est à l'opposé complètement de ce que ma façon de travailler. Donc il y a une sorte d'opposition épistémologique, mais presque qui est très forte, quoi, qui est énorme, qui est incommensurable. Et je suis toujours surpris de voir que l'anthropologie qui existe pour le plus grand nombre est présentée par des ontologies, c'est-à-dire les animismes, totémismes. Non, l'anthropologie, l'anthropologue, il est avant tout dans l'ordinaire de l'observation. Il est face à que ce soit des Papous en Nouvelle-Guinée, des Barouillas en Nouvelle-Guinée aussi, ou des Dogons, ou dans un hypermarché en France ou aux États-Unis, on ne peut pas échapper à la situation d'observation. Et
non seulement on ne peut pas y échapper, alors l'anthropologie s'est développée autrement, a développé des ontologies par exemple à la façon de Descola, pour des raisons institutionnelles, strictement. Mais nous sommes, en tant qu'anthropologues, aussi immergés dans cette observation ordinaire, et non seulement nous sommes immergés dans cette, mais tout le monde peut pratiquer ça. C'est le sens de ce que je veux dire. C'est un peu comme le rock'n'roll, quoi. Vous voyez l'album des Vampas qui finit, un très bel album. Il y a un groupe alternatif français qui dit ça vous a plu le rock, mais tout le monde peut faire pareil. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut apprendre à faire pareil. Et l'anthropologie, c'est ça. L'anthropologue, c'est une femme ou un homme en situation d'observer, et tout le monde peut faire pareil. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est une façon de reprendre prise avec une forme d'engagement citoyen, en fait, quoi. Pour moi, c'est évident. On parlait de la dissonance. Bon, voilà, mais c'est une discipline de vie pour moi, l'anthropologie. Tout le monde peut pratiquer ça. Tout le monde peut faire l'expérience de la rencontre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que je suis différent avec... quand je travaillais avec des jeunes dans le 93, je prenais aussi conscience que j'étais d'une classe moyenne supérieure, un banlieusard, mais dans une autre banlieue que la leur. Et le langage me disait tout ça. Et l'attention qu'on peut porter au langage ordinaire, c'est une façon incroyablement efficace de se reconnecter avec le monde, d'éviter les discours populistes, de les contourner, d'éviter l'information de masse, d'éviter tout ce qui nous aliène et qui sont des discours simplistes. Si vous faites l'expérience de parler avec un réfugié, qu'il soit ukrainien ou syrien ou autre, vous allez assez rapidement entrer dans une phase de comprendre ce qu'il y a entre lui et vous, d'harmonieux ou de disharmonieux. Mais vous allez créer du lien. Ce qu'on appelle créer du lien, bon, mais vous allez le faire. La politique, c'est ça, à mon sens. C'est une plus coupée de cette capacité à faire l'expérience, une expérience d'altérité par la vie ordinaire, et pas par des modes d'emploi ontologiques dont on nous dit il faut se réconcilier avec du vivant ou que sais-je. Non, ça c'est abstrait. Et donc le problème politique, il est épistémologique pour moi, fondamentalement en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dans la rencontre avec l'étranger, l'exilé, parfois qu'on mesure cette altérité, pas simplement parce qu'il est différent, il vient avec d'autres coutumes, mais parce que les nôtres de coutumes, nos habitudes, coutumes qu'on subit sans considérer que ce sont des coutumes, et ce sont des usages tellement bien assimilés qu'on ne s'en rend pas compte, qui nous deviennent étrangers. C'est ça qui est fabuleux aussi, effectivement. Bien sûr. Et puis c'est la projection, est-ce que nous ne sommes pas tous des réfugiés en puissance? Je veux dire, l'évolution géopolitique et environnementale de cette planète cette hypothèse tient la route, quoi. On est peut-être tous possiblement ceux qui vivons près des littoraux, ceux qui... Voilà, on sait qu'il y a eu des rapports rendus par le Pentagone sur ces situations de déplacement de population. Dans les 30 ans à venir, peut-être que le statut de réfugié, le populisme, il n'a aucune réponse par rapport à ça. Par contre, l'altérité, cette expérience d'altérité que je peux faire, elle est déterminante parce qu'elle m'amène aussi à me projeter dans cette situation où nous serions tous possiblement des réfugiés. Ça aussi, c'est une base qui est angoissante, mais qu'il faut affronter, quoi. Oui, je veux revenir sur cette question de l'efficacité donc, de l'anthropologie que vous proposez, qui sort des sentiers de l'académie, ça je l'ai bien compris. Et j'aurais aimé revenir sur cet ouvrage encore étonnant pour moi, parce que je l'ai relu, c'est La crise commence ou finit le langage. La crise commence ou finit le langage, je crois que vous l'avez publié en 2008, puis en 2019 vous l'avez augmenté. D'accord, donc là, cette question a l'air prenante. Et pour moi, elle est d'autant plus que vous développez l'idée que la crise a développé les réseaux sociaux, a généré les réseaux sociaux, et donc œuvrer pour augmenter la possibilité d'abus du langage, puisque par les réseaux sociaux, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est comment les sujets, les individus, parfois jeunes, arrivent à se laisser abuser par les réseaux sociaux. Donc la crise peut générer tout un vocabulaire et des entreprises de communication, des réseaux de communication, qui augmentent encore cet abus possible du langage. Oui. Vous pourriez vous en dire quelques mots? Oui, c'est un sujet qui me passionne en ce moment, enfin, depuis quelques temps. Et Gérard Bérébi, l'éditeur d'Alia, m'avait proposé d'amender La crise, de le republier, mais en amendant, en apportant une sorte de postface ouverte. Et donc je suis revenu sur
cet élément 2008 qui était qu'on était tous tétanisés par rapport à la crise, cet élément anthropologique qui fait que la crise de l'expérience qui existe, qui a été analysée par Walter Benjamin notamment, hein. Lui parlait de la crise de l'expérience au retour des guerres, des soldats, des familles étrangers qui ne parlaient pas. Évidemment, il ne faut pas comparer l'incomparable, mais il y a aussi une crise de l'expérience qui ressurgit, parce que tout ça c'est un mouvement un peu chronique finalement, autour de la crise économique. C'est-à-dire que personne ne peut désigner ce qui se passe en contexte, in situ. On a d'éminents économistes qui viennent nous parler d'éléments, qui viennent mobiliser des éléments de langage conceptuels sur l'économie, mais l'économie, c'est des conventions qui ne parlent pas du réel. Une bulle financière, ça n'existe pas. Mais sauf qu'il y a un pouvoir, il y a un effet de réel, comme disait Roland Barthes. Un effet de réel qui fait que la bulle financière finit par exister, par s'incarner dans mon ordinaire, dans mes représentations, alors même que ça n'existe pas. Et ça, c'est un tour de force incroyable qui fait que nous sommes terrorisés par des choses qui n'existent pas. Que vous appelez fiction théorique. Ce sont des fictions théoriques, ouais. Voilà. Ce sont vraiment des fictions théoriques. L'économie en est une. Les sciences humaines en sont souvent. Les ontologies sont des fictions théoriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, je ne peux pas éprouver, mettre à l'épreuve la dimension classificatoire de ces concepts. Sauf qu'ils me dominent, ils m'aliènent, ils me terrorisent aussi, alors les ontologies moins, mais la crise, oui, tout ça nous tétanise. Et puis j'observe de façon très troublée, c'était vraiment très troublant et explicite, les courbes de Twitter, les courbes de chiffre d'affaires de Twitter et de Zuckerberg, de Facebook. Et là, on voit que c'est exponentiel. Ouais. Mais très rapidement, ça commence pendant la crise et ça augmente de façon, c'est multiplié par 2600% en un an. Il y a quand même quelque chose. On peut pas, c'est pas anodin. Le fait de ne plus pouvoir communiquer notre expérience en contexte et le fait que cette espèce de vague de déprise là apparaissent les réseaux sociaux. Parce qu'avant 2008, Facebook, c'est pas grand-chose, quoi. C'était MySpace, c'était l'émanation de MySpace. C'est une espèce de site qui propose peu de choses, en fait. On propose des morceaux musicaux, etc. Et à partir de là, Zuckerberg, qui est sans doute pas le plus malin de la bande, mais qui sait très bien s'entourer, invente des prothèses de communication, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de notre univers de réseaux sociaux aujourd'hui, les likes, les icônes, tout ce qui va permettre de simuler, de reproduire la communication ordinaire. Et ça, c'est très intelligent. C'est maléfique, mais c'est intelligent. Et c'est-à-dire que pour pallier à notre crise de l'expérience réelle, viennent se substituer de façon de plus en plus affinée des outils prothétiques, virtuels, qui me permettent d'être comme dans la vraie vie. Et sur Facebook, moi j'ai arrêté Facebook par conviction, mais je l'ai longtemps pratiqué, et c'était très troublant de retrouver sur Facebook l'impression de pouvoir donner une opinion assez finement, avec des jeux d'icônes ou avec des mots, l'impression de pouvoir réellement communiquer, cette impression de faire les choses réellement. Mais non, en réalité, c'est pas réel. Et c'est là qu'il y a un tour de force, et on ne le questionne plus parce qu'on n'est plus capable de prendre suffisamment de recul vis-à-vis de ça. Mais c'est un tour de force délirant. C'est-à-dire que notre intelligence, sur un plan anthropologique, notre intelligence est en train de subir des mutations irréversibles sans doute, puisque nous prenons pour réel ce qui ne l'est pas. Et évidemment, moi ça me questionne beaucoup, et donc le sens de cette postface, c'était d'aller vers cette hypothèse, qui reste une hypothèse, hein, mais je suis persuadé qu'elle est avérée en réalité, quoi, et que maintenant nous sommes prêts, et cette crise sanitaire mondiale fait que nous sommes prêts pour Metaverse, le prochain projet de Zuckerberg, c'est-à-dire de réalité augmentée. Donc l'intelligence humaine va de plus en plus muter, et nous sommes en nous rendant inaptes à communiquer en contexte. Mais par contre, nous allons être de plus en plus aptes à communiquer hors contexte. Et ça, c'est une révolution. Je veux dire, la première fois qu'un individu de l'espèce Homo pense en contexte, ou agit en contexte, c'est l'Homo habilis, ça remonte quand même, le pointer du doigt. L'Homo habilis pointe du doigt, c'est-à-dire que pour la première fois, il imagine qu'il y a un contexte autour de lui, et il fait ce lien, et que ce contexte peut à la fois impacter sur lui, et il peut être impacté par lui. C'est ce qu'on est en train de perdre. En fait, on perd le pointer du doigt par rapport à l'habilis. Et je ne dis pas que qu'on est en train de perdre, de régresser, parce que notre intelligence, en fait, elle mute.
Et peut-être que si on aura toujours des tests de QI qui diront qu'on est plus intelligent que la bilis, et c'est assez évident. Sauf que notre intelligence a muté dans des proportions qui me semblent inquiétantes et surtout qui fait de nous des êtres prêts pour le métaverse, prêts pour le transhumanisme. Évidemment, et tout ça, c'est le langage qui nous dit ça. Oui. C'est le langage, ces prothèses, l'acceptation de ces prothèses. Et puis, on est quand même dans un contexte très fort de dialectique de classe, c'est-à-dire que on peut imaginer assez rapidement que ces projets-là seront l'œuvre de ceux qui ont les moyens. On voit ce film de Netflix, Don't Look Up, qui montre que les plus riches, ce qu'ils veulent, c'est quitter cette planète maintenant, parce que cette planète va devenir inhabitable. Et pour le coup, cet accès on aura peut-être un langage hyper réalisé avec des personnes très pauvres, et puis ceux qui auront les moyens, comme d'habitude, de s'en sortir. Donc il y a des scénarios là qui se proposent qui sont très inquiétants et malheureusement inéluctables, quoi. Plus facile d'imaginer, disait Frederick Jameson, la fin du monde que la fin du capitalisme. Ça, c'est vraiment intéressant et ça gamberge. Hein. C'est quand même très fort comme phrase. Donc des mots sans les choses, des théories fictionnelles parce que coupées de l'expérience individuelle. Et donc disparition du langage. C'est une sorte de disparition du langage. Ou d'un langage très standardisé, très partagé. Le langage, si on imagine que le transhumanisme mobilisera encore des éléments de langage, mais qui seront comme des conventions partagées. Il n'y aura plus de dissonance. La dissonance aura disparu. Le tour de force, il est là. Et ce qui fait qu'on est humain, c'est notre capacité à dissonner, à comprendre que l'autre va mal parce qu'il dissonne. Et après, si tout le monde va bien, mais on sera tous sur des réseaux intégrés et dématérialisés, dans l'option transhumaniste. Cortex cloné et reproduit et diffusé en réseau. Parce qu'on a souvent dit que le transhumanisme, c'est la fin de, évidemment, la libido, de tout ce qui fait humainement, qui nous relie au monde par la libido, mais au-delà de ça, c'est la fin d'un langage dissonant. J'ose espérer que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça fait 10 ans qu'on peut cloner le cortex d'un rat, donc ça avance à grands pas. Hein. Le progrès, l'évolution technique. Ouais, l'évolution technique. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, donc c'est ce qui me semble être encore un des moyens de votre si singulière anthropologie pour lutter contre les abus du langage, c'est la valeur poétique de vos œuvres. Parce qu'effectivement, je suis assez surpris de la façon dont vous renouvelez votre écriture d'un ouvrage à l'autre. Ça n'est jamais pareil, c'est toujours inattendu, et en même temps il y a quelque chose de vous qui revient sans arrêt. Par exemple, si on prend Laura, c'est un ouvrage qui est présenté comme une fiction. Vous retrouvez le narrateur retrouve un amour de jeunesse avant qu'il ne parte faire ses études d'anthropologie. Je crois qu'il se prénomme Eric aussi. Et c'est tout à fait étonnant. Et là, vous dites que vous êtes orienté que le narrateur dit qu'il s'est orienté vers l'anthropologie, parce que c'était la seule occasion de pouvoir à la fois observer les autres et aussi se positionner en position d'être observé. Je crois qu'il a été écrit en 2020. Et dans le dernier livre, Plexiglas, mon amour, effectivement, c'est encore la retrouvaille d'un ami de longue date, d'un narrateur qui est pris, qui entraîne le lecteur entre un Kevin, cet ami qui est devenu survivaliste, qui vit dans la forêt, et une compagne, une épouse qui se plie complètement au discours dominant, sanitaire, hygiéniste, et c'est encore une fiction littéraire par laquelle vous essayez effectivement de maintenir ce fil et de déjouer donc ces abus du langage pour nous faire sentir de façon très concrète comment effectivement cette crise sanitaire a été aussi une crise des mots, puisqu'on a vu apparaître des tas de significations, de signifiants
tout à fait nouveaux et contre lesquels vous avez décidé de répondre au travers de ce livre, c'est ça? Ça a été votre façon de passer le confinement? Oui, c'était la recherche compulsive d'un récit d'enquête, puisque les contraintes qui nous étaient imposées, du kilomètre, du 10 km, du couvre-feu, donc toutes ces étapes-là, je les ai vécues ici, dans cette maison agréable avec un jardin, mais néanmoins se poser la question, pour un anthropologue, du rapport au monde, qu'est-ce qu'on étudie. Donc assez rapidement on étudie sa famille, mais il fallait faire une fiction, puisque si j'avais étudié, ma famille m'aurait probablement abandonné si j'avais étudié, et à juste titre, ils auraient eu raison. Donc la fiction s'imposait comme protection vis-à-vis et comme façon de mettre le curseur un peu plus loin aussi, et de protéger simplement mon épouse et mes deux filles, pour ne pas parler d'elles, puisque je parlais... Voilà, la fiction permet de se protéger tout simplement, et permettait d'analyser du coup l'explosion de la cellule familiale. La mienne n'a pas explosé, mais qu'est-ce qui se passe si... au contraire, on se rappelait récemment avec ma fille aînée qu'on a passé un super premier confinement. Vous voyez, les expressions comme ça peuvent fleurir, parce on regardait Twin Peaks, la série, je leur faisais découvrir Twin Peaks, on a appris à faire des arcs, on a appris à faire plein de choses, quoi. Mais après, c'était pas le cas de tout le monde, quoi. Mm-hmm. Et sauf qu'on ne savait pas ce que faisait tout le monde. Les apéros visio, ça va un temps, quoi. Et donc, tout ça pour dire que je me suis retrouvé avec un objet d'enquête très en laisse, comme un chien en laisse, là, on ne pouvait pas aller loin. Et donc, c'est les retrouvailles avec cet ami à la pharmacie, et puis tout ce que cet ami tout d'un coup me donnait comme modèle de vie possible, à savoir lui qui se décrète survivalisme. Le fait de vivre dans la forêt, d'être capable de tout faire soi-même, et par opposition à moi et à ma famille, là, on se sentait très très dépendant de tout. Moi je sais faire quelques trucs, je sais changer mes tuiles, je sais bricoler un peu, mais j'étais comme tout le monde, ces savoir-faire avaient plus trop de sens, parce qu'on attendait qu'il y ait assez de farine à l'Intermarché. On ne savait pas s'il y aurait de la farine ou pas au supermarché. Donc on était très dépendant d'éléments comme ça. Et je me suis rendu compte de l'hyperdépendance de ma situation, et d'à quel point on était devenu finalement tenu en laisse par la société de consommation. Et ce son de cloche là de cet ami qui lui me dit, moi j'ai plus besoin de ça, je chasse, il dit pas je prends du plaisir, parce que moi il prend pas de plaisir. Je vais revenir à ça, mais en tout cas lui a des savoir-faire incroyables. Il sait, moi les tuiles je sais les poser sur mon toit, mais lui il les fait lui-même. Et puis il a un discours très très lucide sur la société de consommation, tous ces inutiles, les traders, sa liste d'inutiles, et à l'inverse les infirmières qui deviennent hyper importantes pour lui parce qu'elles savent faire des pansements, elles savent recoudre, etc. Et donc il a une vision du monde qui est d'un bon sens total, je dis. Mais sauf que son mode expressif est totalement nié. C'est-à-dire qu'il va nier ses émotions et l'expression de ses émotions. Et très rigide aussi. Vous très faites remarquer rigide. Qu'il ne peut pas avoir d'écart, pas d'ironie. Pas d'ironie, pas d'humour. Ouais. Parce qu'un survivaliste a avant tout une discipline de vie. Ceux que j'ai pu rencontrer en tout cas. C'est-à-dire qu'ils s'interdisent les émotions qui sont assimilables à de la vulnérabilité. Et l'humour, comme l'idéologie d'ailleurs, c'est intéressant, sont des éléments qui, une fois mobilisés dans le discours, rendent vulnérables. Et ça, lui, ne peut pas aller vers ça, évidemment. Il est sur une discipline, sauf qu'évidemment, la dissonance est très présente. On ne peut pas chasser l'humour comme ça, on ne peut pas arrêter l'humour comme on arrête de fumer, quoi. L'humour est toujours là et revient de façon sporadique. Et c'est là que ça devient intéressant de travailler la dissonance chez quelqu'un qui prétend ne plus être dissonant, mais qui l'est, qui est hyper humain en fait. Et donc le narrateur se trouve pris entre ce mode de vie survivaliste, qui est très ambivalent, parce que le projet qu'il propose au narrateur, et ça c'est l'anticipation d'aller mettre des barbelés autour des noisettes qu'il aura ramassées, enfin, c'est un projet délirant, quoi. Et puis surtout, on est encore agité des stimuli de la modernité. Moi j'aime bien écouter Radio Nova, j'aime bien tous ces trucs-là qui reviennent que j'intègre dans cette fiction, qui montre qu'on peut pas être résilient, j'ai horreur de ce mot, hein, mais passer d'emblée à autre chose, c'est pas si simple. Mais sauf que le modèle de vie familial
à ce moment-là, qui n'était pas mon modèle de vie, mais qui m'a permis avec la fiction de voir certaines dérives, c'était l'absence de projection. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des enfants et que vous ne pouvez plus vous projeter dans l'avenir? Lorsque le cadre d'autorité parentale ne tient plus. Parce qu'on peut dire à un enfant ou un adolescent, si tu dois bosser parce que tu dois trouver un métier, ce qui est la base. Bon, tu travailles au collège pour avoir un métier. Mais sauf que tout est très compromis. Le futur ne se pense plus de la même façon avec cette crise pandémique. Et donc c'est ce jeu aussi sur une espèce d'éternel présent. Un présent qui bégaye. On est captif du présent. Et je pense que la guerre en Ukraine, aussi parce que nous sommes à nouveau, nous avons tous la même source d'information, de façon comme des bons élèves là. On consomme tous le même discours ambiant, à peu près, et du coup, on a tous à peu près la même expérience des choses. Donc on perd de ces, excusez-moi, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à mon idée précédente, mais voilà, c'est cet éternel présent. Cette guerre géopolitique actuelle, l'invasion de l'Ukraine, nous maintient dans cet éternel présent. C'est-à-dire que nous ne savons pas, ce qui caractérise l'espèce humaine en 2022, c'est que nous ne savons pas tirer des expériences de ce qui nous arrive pour se projeter dans le futur. C'est pour ça que la forme du livre, le narrateur, et c'est écrit dans des paragraphes, des chapitres monoblocs, et à chaque fois, le narrateur ne décrit que ce qui arrive dans l'instant. L'espèce de discipline d'écriture, c'était de ne jamais remobiliser un élément du passé, ou alors si je le remobilise, le narrateur dit qu'il ne comprend pas cet élément, parce qu'il ne peut pas se projeter. C'est-à-dire que tout ce qui a fait que l'espèce humaine est espèce humaine jusqu'à aujourd'hui n'est plus. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait tirer les enseignements du passé pour aller vers l'avenir. On pouvait encore y croire ces dernières années. Et là, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement problématique, ça. D'où nous sommes présents, nous sommes captifs d'un présent qui bégaye. Et ça, c'est littéralement, c'est passionnant à travailler, je dois dire. Parce que... Oui, mais parfois, il y a des revenants. Qu'est-ce que vous entendez par revenant? Le livre que vous avez écrit, Le Revenant, que je trouve extrêmement déroutant et sublime à la fois, parce que l'écriture de Baudelaire se mélange au personnage que vous observez, qui est a priori un SDF, que tout le monde fuit, et là il y a un revenant. La poésie revient, c'est ça que j'ai trouvé dans votre écriture, c'est que si vous le démontrez de façon très théorique et d'une façon très convaincante que nous sommes fixés sur le présent, c'est ce que vous venez de dire, le bégaiement du présent, il y a aussi ces dissonances qui viennent du passé, de l'histoire qu'on ne peut pas éliminer, qu'on cherche bien sûr à éliminer. Le rapport à l'Ukraine tel qu'on peut l'avoir nous ici, effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose d'un discours dominant qui ne laisse pas place à un discours un peu dissonant. Dominant, voire hégémonique. Ouais. Mais je ne veux pas faire le livre sur Baudelaire est un hommage évidemment, mais la fin est très sombre, donc je ne me fais pas d'illusions sur la place de la poésie dans cette société. Pourtant vous écrivez, c'est là-dessus que Par contre, il faut s'engager, il faut s'essayer à ça et maintenir ça. Mais si dans une économie générale du message, j'étais très surpris de voir une influenceuse là, qui fait 10 millions, 10 milliards, je sais pas, c'est inquantifiable, le nombre de vues ou d'abonnés. Dans une économie générale du message, n'importe quel buzz stupide ou indécent, plus c'est indécent d'ailleurs, plus ça passe, quoi. Je suis beaucoup ça avec avec ma fille cadette qui me montre beaucoup de choses. Et plus c'est indécent, plus ça passe. Donc moi, la poésie, il faut aussi la remettre dans cette économie générale du message. Et je pense qu'elle a malheureusement une place très congrue, très faible. C'est pourtant cette voie-là que vous choisissez. Oui. Ouais. Ah, mais je vais pas faire de l'influence. Je vais pas devenir influenceur à mon âge, quoi. Enfin, à mon âge, c'est pas une question d'âge, c'est que je trouve, je ne saurais pas quoi dire, quoi. Mais visiblement, il suffit d'être obscène et ça marche, quoi. C'est peut-être le lieu, la poésie, où la dissonance peut se faire le mieux entendre aussi. La poésie, l'écriture. Ouais, l'écriture poétique. Bien sûr, bien sûr. Et puis la dissonance est un art, enfin, c'est une façon d'ouvrir des brèches dans la vie ordinaire, une façon de... Antonin Artaud étant un peu pour moi, le modèle du poète dissonant, mais Rimbaud l'est aussi. Enfin, la poésie n'est pas quelque chose de tranquille. Et c'est pour ça qu'elle est passionnante. Et même si c'est quelque chose... Moi, je suis un grand lecteur de poésie en réalité, mais...
je ne prétends pas être un bon exégète ou un exégète qualifié. En tout cas, je la vois toujours de façon anthropologique. Et voilà. C'est-à-dire qu'elle, c'est ces brèches ouvertes, c'est proposer être obscène, peut-être sortir d'une forme d'être dissonant plutôt qu'obscène d'ailleurs, mais en faisant du sens. Et en déjouant le sens commun. Et en déjouant le sens commun, c'est comme dit Adorno, c'est le fait. vrai dans le non-vrai. C'est-à-dire que l'image poétique surgit et elle rend tout ce qui est autour faux. Ça, c'est la poésie sublime. C'est très présent chez Baudelaire, l'oxymore qui d'un coup vient rendre tout le conservatisme bourgeois et toute la culture bourgeoise inopérante, ou désuète, ou vile. J'ai adoré ce livre-là aussi. Je crois que je les ai tous beaucoup appréciés. Et celui-là, pour justement cette tonalité de texte truffé de références en italique, pour qu'on puisse les repérer, les retrouver si on les a oubliés, c'est assez extraordinaire. Et de voir la proportion s'inverser. Beaucoup plus de Baudelaire vers la fin, même si la fin demeure tragique, mais les fins sont tragiques. Donc vous êtes un anthropologue très, très singulier, peut-être unique dans votre genre, puisqu'autant écrivain que scientifique. Il y a quand même une généalogie bordelaise, je dirais. Moi, j'ai fait mes études à Bordeaux avec Bernard Trémont, qui était mon directeur de thèse, et qui m'a un peu fabriqué, d'une certaine façon. C'était le rôle des directeurs de thèse, des encadrants, pères spirituels, je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, il y a quand même une généalogie qui existait. Vous voyez, tout ne s'est pas fait ex nihilo, bien évidemment. Je m'inscris dans une généalogie d'une école bordelaise, en tout cas d'une attention aux détails, l'analyse des énoncés in situ. Et ça, c'est Bernard Trémont qui me l'a soufflé. Hein. Donc il y a des choses, il faut être conscient de ce qu'on doit, d'un héritage. Oui, que vous avez accepté de prendre, que vous avez choisi. Et du coup, on est moins singulier. Je me sens moins singulier parce que aujourd'hui, j'ai la collection des ethnographiques, notamment chez Anacarsis, qui ont d'autres anthropologues comme Myriam Congost, Colette Millet. Voilà, c'est je pense à d'autres que j'oublie. Anne Doquet aussi, qui est une africaniste, des femmes surtout, qui ont ce paradigme en fait de l'attention aux détails et d'écrire surtout, de proposer des textes, de faire un récit d'enquête qui fait que la question du texte se pose. On ne fait pas un texte, on ne fait pas un essai. C'est surtout un renoncement à l'essai anthropologique qui fait qu'on peut lire Lévi-Strauss comme Evans Pritchard, même si Lévi-Strauss est un grand écrivain. Hein, bon. Mais les anthropologues peuvent d'une certaine façon se lire tous avec une sorte de façon d'écrire commune, plus ou moins, en schématisant. Hein. Là, c'est l'inverse. On prend conscience du récit d'enquête. Michel Léris, c'est aussi même si lui il scinde les textes sérieux et les textes poétiques, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, il y a une généalogie et il y a surtout cette marque de fabrique du détail, de la dissonance, de l'ordinaire. On enquête, ce que je vous disais tout à l'heure, dans la vie ordinaire. On regarde pas ça avec un drone, on regarde pas le monde avec un drone. On est in situ, in vivo, et dans la vie ordinaire. Et lorsque vous êtes submergé en immersion comme ça par la vie ordinaire, immanquablement, ces observations vont nécessiter de scoltiner la question du texte. Comment est-ce que je peux écrire pour rendre compte de la vie, des formes de vie que j'ai découvertes dans mes observations. Et là, il faut aller vers l'expérimentation littéraire, l'expérimentation poétique, se poser des questions de très simples, par exemple, comment est-ce que je vais remobiliser ce que les sociologues appellent un peu abusivement les verbatims, c'est-à-dire les paroles, dans le corps du texte. Rien que cette question-là, elle est passionnante sur un plan littéraire, en fait. Et si vous lisez l'anthropologie du XXe siècle, je suis très critique vis-à-vis des anthropologues, je m'en excuse, mais vous n'avez aucune parole d'observer. C'est sidérant, hein, de Malinowski, des tout débuts. Je parle pas des évolutionnistes, hein, des premiers qui étaient pas du tout là-dessus, mais les premiers qui font du terrain, de Boas, de Malinowski jusqu'à Descola aujourd'hui, il n'y a pas une parole d'observer. Et je dis pas une parole qui vient étayer les concepts, hein. Je veux parler de phrases, de situations d'interlocution, pas une. Ce qui est quand même très troublant pour une discipline qui prétend travailler, qui est la plus en prise avec la vie ordinaire de l'enquête. Alors là, je parle des anthropologues reconnus, je vais dire. Après,
Je me rends compte que, comme j'enseigne depuis longtemps, que les étudiants ont une toute autre approche. Pour eux, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait On transcrit un entretien pendant 5 heures, une demi-journée des fois. C'est pas pour noyer tout ça avec quelques phrases théoriques de synthèse. Il faut bien le travailler, cette matière. Donc voilà, j'essaie de montrer tous les enjeux politiques de rendre compte de cette matière, et puis épistémologique aussi, et puis littéraire, in fine. C'est-à-dire que tout ça va nécessiter des questions sur la forme, et un jeu sur la forme. Bon, je crois qu'on va pouvoir en rester là. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je crois qu'on va retenir quelques termes essentiels. Ces microdissonances me plaisent beaucoup, ces fictions théoriques aussi. Et pour garder une note optimiste par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure, comme ce qui nous attend peut-être, je pense que du côté de la psychanalyse, on essaie de demeurer optimiste en se disant que la nature humaine immanquablement dissonne et dissonante. Nous, on compte beaucoup sur les symptômes, les actes manqués, ces choses-là qui font que ça rate toujours pour l'humain, ça rate toujours. Merci d'avoir contribué à nous aider à ce que ça continue à rater. Écoutez, merci à vous. Et oui, pessimiste, optimiste, je sais pas. Moi, j'essaie juste de comprendre. Voilà, tout ça. Oui. Et, avec une grande sensibilité, parce que... Ce que je n'ai pas dit, mais qui me semble très important, c'est que j'ai le grand plaisir d'écrire. Écrire est un plaisir. Oui. Enquêter est un plaisir. Oui. Donc c'est pas une vision noire que j'ai du monde. C'est au contraire le plaisir qu'on peut avoir à observer, à comprendre pourquoi on impacte ou pas son observation, qui on est dans l'observation, etc. Oui. Je crois que c'est ce qui rend vos livres si savoureux à lire. Parce qu'effectivement, ils éveillent la curiosité. Sur un plan épistémique, ça secoue. Et en plus, la qualité littéraire qui va avec. C'est ça qui est extraordinairement bien réussi. C'est pour ça que je vous remercie. Merci. Doublement. Ce compliment. Merci.